On s'intéresse à... Oui, j'oublie. Vieux dit bonjour, pardon. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Allez, mon cher Jacques, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. Vous le dites, plus de 200 fonctionnaires à la retraite. Qu'en est-il des impacts, mon cher Jacques Léoal? On pose cette question ce matin. 2308 fonctionnaires. 2000, donc, le chiffre qui a été affiché récemment par le ministre de la fonction publique, le ministre du Travail et de la fonction publique. Il faut bien dire que c'est une chose normale, parce que quand ils sont arrivés, évidemment, il y a un travail qui avait été déjà fait par le gouvernement d'Alpha Condé, un nombre important de fonctionnaires comme ça qui avaient été envoyés à la retraite. On parlait de 6000, je crois, 6000 fonctionnaires qui ont été mis à la retraite. Donc en janvier 2022, eux, ils sont définitivement partis. Donc les 2308, il s'agit des fonctionnaires des ministères ici à Conakry, des régions, des préfectures, mais également des communes qui partent à la retraite. J'ai posé la question des impacts parce que, en principe, lorsque ça a été fait, lorsque c'est fait, ça doit donner la possibilité au gouvernement de pouvoir non seulement recruter, et parce qu'il y a de la place qui se crée, mais il y a aussi des moyens qui se donnent à l'État pour pouvoir prendre en charge les nouveaux fonctionnaires qu'il pourrait recruter. Il y a déjà eu cette communication qui a été faite par le ministre du Travail, mais également par le Premier ministre, où on parlait de, c'est pas 30 000 milliards d'économies réalisées à travers, après l'assainissement du fichier de la fonction publique. En tout cas, les premières opérations qui ont été menées par le département. Sauf que si on ne prête pas attention sur un certain nombre de réformes qui sont en train d'être menées parallèlement sur les questions de pensions, on risque d'envoyer les gens à la retraite sans réaliser, n'est-ce pas, de bons résultats. Je le dis parce que c'est un constat personnel que je fais au niveau des retraites. Des grandes gueules. J'ai appris par exemple la dernière fois que le président a ordonné même d'améliorer des pensions pour les retraités. Sauf que les pensions dans notre pays, il faut quand même le reconnaître, c'est l'État lui-même qui paye les pensions. C'est-à-dire il n'y a pas de cotisation sur, comment on appelle ça? Les travailleurs ne cotisent pas. Ceux qui travaillent pour l'État ne cotisent pas. Les grandes gueules. Donc, déjà, c'est la moitié du salaire en principe qu'on payait. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en principe, c'est ce qu'on payait comme pension et qu'on mobilisait au bout de 3 mois, au bout d'un trimestre pour payer. Finalement, ce n'est plus ça. Il leur est versé, n'est-ce pas, il est versé, n'est-ce pas, à chaque retraité de la pension à chaque fin du mois. Mais cette pension a été améliorée. C'est sur le budget de l'État. En fait, c'est maintenant que je me rends compte, parce que j'ai reçu un retraité ici la dernière fois qui était content. On dit que c'est plus 3 mois, mais plutôt chaque mois. Plutôt chaque mois, et puis c'est amélioré. Peut-être qu'il y a des retraités qui vont se retrouver avec des pensions équivalentes au salaire même de ceux qui sont en activité. Parce qu'il y a certains fonctionnaires qui prennent entre 1,5 million et 2 millions. En tout cas, ça dépend des catégories. Mais cet argent, je le dis encore une fois, ce n'est pas le fruit des cotisations des travailleurs, c'est puisé dans le budget de l'État. Et quand c'est fait comme ça, je me demande comment l'État pourra réaliser de l'économie sur bien entendu les retraites, les retraites qu'on est en train d'observer. Je ne dis pas qu'il faut les abandonner ou tout de suite il faut stopper le mécanisme parce que ça devrait être fait bien avant. Ça, je le dis. Mais s'il n'y a pas d'impact justement, parce que tu fais bien poser la question. Il risque, en tout cas l'impact pour l'instant, moi je ne le vois pas. On envoie les gens à la retraite, on améliore les pensions. C'est puisé dans le budget de l'État. La seule chose qui change, c'est que ils sont plus sur la ligne des salariés de l'État, c'est sur la ligne des retraites. Donc, on envoie cet argent qui est géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais c'est la même source, quoi. C'est la même provenance. C'est l'argent du contribuable. Ce ne sont pas des cotisations. Encore une fois, je le réitère. Mais je le dis aussi pour les salariés eux-mêmes, qui sont parfois en syndicat. Vous vous rappelez, sous Alpha Condé, il avait demandé à ceux qu'on prélève sur les salaires des fonctionnaires guinéens 5%. Ça, c'était pour l'INAMO. Évidemment, maintenant, l'INAMO et puis la Caisse nationale de prévoyance sociale ont été regroupés et sont désormais ensemble. À l'époque, j'étais très étonné de voir que
les syndicalistes s'étaient levés contre ça. Ouais. Non pas pour discuter peut-être des modalités et de la transparence qui devrait accompagner un tel processus, mais ils se sont tout simplement opposés. Parce que, bon, c'est vrai, on peut dire le salaire, il est minime. Certains parmi vous, vous avez soutenu cela. Même si moi, j'avais dit que j'étais d'accord avec la position des autorités d'alors. D'accord, monsieur Camara. Voilà, ça il faut le signaler aussi. D'accord. Tu auras la possibilité de revenir revendiquer ton propos d'alors. Donc, les 5%, on a dénoncé. Le coup d'État arrive. Le colonel Doumbouya, parmi les mesures qu'il a eu à prendre pour... je ne dirais pas se faire accepter, mais pour contenter davantage la population, c'était bien sûr la suppression tout simplement de cette mesure qui était déjà en place, même si l'État, en tout cas le gouvernement d'Alpha n'avait pas pu prélever. Parce qu'avec les contestations qu'il y avait en cours, on avait suspendu, on n'avait pas commencé à prélever. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen ne cotise pas, mais il veut quand même être dans toutes les conditions pour une fois qu'il est à la retraite. Voilà. C'est une question qu'on doit se poser. En tout cas, on doit mettre dans les réflexions pour l'avenir. Voilà, allez-y mon cher Ahmed, voilà, vous avez suivi cette actualité aussi. Jacques, il fait bien de poser la question, l'impact, parce que c'est ce qu'on recherche. Hein. Quand on travaille... Souvent il y a des décisions où il y a des mesures populistes et tout, après le plus important c'est d'avoir l'impact. Hein, voilà. Je suis d'accord, c'est l'impact. Mais quand on travaille, on s'attend à une retraite. Donc si l'État n'a pas mis les mécanismes en place pour pouvoir récupérer quelque chose sur le salaire des fonctionnaires afin de préparer leur retraite, vous ne voulez pas que ces travailleurs-là réclament une retraite et même une retraite dorée? Ils ont raison, moi je suis parfaitement d'accord avec eux. C'est à l'État de mettre ça en place. Ces syndicalistes qui sont sortis là, qui ont dit non, c'est encore ces mêmes syndicalistes qui vont sortir pour dire il faut augmenter les pensions, il faut faire ceci, cela. Comment on peut prétendre travailler dans une république sérieuse sans cotiser même 1000 francs à la fin du mois comme retraite? Je pense qu'au moment où on décide de revaloriser le salaire des fonctionnaires, il faut aussi penser à un mécanisme de cotisation. Il faut apprendre cela aux Guinéens. Ça se fait déjà de toutes les façons dans le privé. Quand vous allez dans certaines sociétés, les travailleurs, ils cotisent. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre ça maintenant dans les pratiques. Ça, c'est quelque chose que moi, je défends. Maintenant, les pensions, c'est vrai, on dit maintenant que c'est chaque mois. Mais avec quelle galère? Ça aussi, il ne faut pas oublier de signaler. Il y a moins d'une semaine, il y a des gens des vieux, de vieilles personnes des personnes âgées. Qui ont toutes les difficultés aujourd'hui pour entrer en possession de leur argent. Quand tu pars, tu passes toute la journée. Bon sang de Dieu. Quand je vais parler encore, on va me dire non, il n'y a pas... Mais écoutez, la bancarisation, ça sert à quoi? Il faut amener les gens mais il faudrait aussi que la modernité à la hauteur, mon cher Ahmed. Mais qu'est-ce que vous parlez de hauteur? Quand vous venez à la banque, vous avez besoin quand tu viens à la banque, il faut attendre 12 heures. C'est-à-dire tu viens à 7 heures. Mais finalement, pour obtenir ton argent, il faut attendre jusqu'à 14h, 15h. Ça devient problématique, mon cher Ahmed. Vous avez déjà fait même 1 heure à la banque? Mais non, pas du tout. Pas moi, mon cher Ahmed. Je ne parle pas de moi. Non. Voilà. Je parle pas de moi. Moi, je viendrai à la banque tout de suite, peut-être même pas 5 minutes. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Les grandes gueules. Oui. Guinéens qui ouvrent des comptes. On vous dit, vous avez une carte magnétique que vous pouvez avoir. Non. Distributeur. La mine, oui, ça marche très bien. Mais non, Ahmed. Mais très bien. Pas du tout. Eh non, la mine. Mais non, mais tu n'es pas là. Non, tu es devenu américain. Non, ne dis pas que je ne suis pas là. Tu n'es pas là. On va te le dire, tu n'es pas là. 15 millions mais pourquoi vous voulez retirer 15 millions au guichet électronique? Moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 15 millions en main? Qu'est-ce que vous voulez faire avec 15 millions en main? Les 15 millions en main, vous ne pouvez pas dire 15 millions en main. 15 millions en main, vous ne pouvez pas faire un chèque? Vous ne pouvez pas déposer et qu'on fasse un virement? Non, mais je veux. Et si votre gouvernement n'en a pas? Mais non. Mais si vous devez aller faire des emplettes au marché sur le village. Vous pensez que ça va se décréter? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Je vous dis, si vous n'êtes pas sûr, on prend une caméra. Après cette émission, on descend dans une banque, vous prenez votre carte magnétique. Tu es dépaysé. Vous prenez votre carte magnétique. Vous prenez votre carte magnétique et vous récupérez même 20 millions, même 30 millions au GAB. Ah bon?
entrez tout de suite. Vous m'amenez à faire une publicité. Okay. Oui, mais quand oui, mais c'est à l'intérieur. Vous rentrez à l'intérieur. On est d'accord, c'est pas au GAB, c'est à l'intérieur. Calmez-vous. On appelle ça au GAB aussi, puisque c'est dans un terminal que vous mettez. Calmez-vous, monsieur. D'accord? Je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas automatique. Lorsque c'est au GAB, c'est automatique. Sur ce terminal, vous avez besoin du personnel de banque. Oui, vous avez besoin. C'est ce qu'on dit. Oui, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour une question aussi de sécurité. On ne peut pas vous permettre de vous arrêter. Vous pensez que même dans ces pays développés, vous pouvez aller vous arrêter et sortir 1000 ou 2000. Vous ne pouvez pas le faire. Ça dépend du type de carte que vous avez. Calmez-vous, du monsieur. type de compte et du type de carte que vous avez. Mon frère, la carte dont vous parlez là, le type de carte dont vous parlez là, toi-même peut-être tu n'as jamais vu cette carte là parce que c'est pas fait pour tout le monde. Ah, ce n'est pas. Non, ce n'est pas fait pour. Non, c'est ça j'ai dit, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des plafonds. Non. Non, parce qu'il y a des plafonds. Il y a des plafonds, Ahmed. Calmez-vous. Non, Ahmed. Calmez-vous. Je vous préviens. S'il te plaît, Ahmed. Je vous préviens, je ne serai jamais d'accord avec vous. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Parce que ce n'est pas de ta faute. Il est assis à la place du mur. Et tu prends la place, Ahmed. Quel est le taux de bancarisation dans ce pays? Non, mais voilà quoi. Voilà. Ce que Ahmed disait, Ahmed permet. Le taux de bancarisation, vous pensez que ça va se décréter? Il faut amener les gens à ouvrir des comptes. Il faut amener l'État. Dans ton village là-bas, il y a une banque? Oui, il y a une banque. Dans ton village? Oui, il y a une banque. Laquelle? Il y a une banque. Laquelle? Je suis à S'il te plaît, il faut le sauver. Il faut le sauver, Ahmed. Ah oui. Il faut le sauver, pardon. Il y a des villages, qui sont à 90 km de chaque lieu. Je pense qu'on va l'éliminer. Comment ils vont faire? Là où tu habites, il n'y a pas de banque. Dans ton quartier, il n'y en a même pas. Dans ton quartier, il n'y en a pas. Non, mais c'est pour te dire qu'on peut amener. Tu te contredis toi-même. Les banques, non, je ne suis pas. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. C'est vous qui ne voulez pas aider l'État. Non, il est revenu avec la navette, la sonde là qui vient juste de revenir de Mars là. Ahmed, tu n'es plus en Guinée. Voilà, non, on va lever le mur. Merci à vous qui nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins. Mesdames et messieurs, à suivre cette enquête exclusive de Mohamed Mara. On s'intéresse évidemment au président de la CENTIF. Des poursuites qui interrogent, on essaie de comprendre ce matin dans notre émission. On continue le débat. Allez-y Ahmed, voilà. De toutes les façons. Comme si cela ne suffisait pas. Non, voilà. Je pense que quand on dit que l'infrastructure fait la superstructure, je comprends maintenant. Parce que quand un enfant naît, tu le prends, tu le mets dans un château. Au même moment, un autre naît en Afrique, tu le prends, tu le mets dans une case. Dans 10 ans, il faut les sortir. Tu vas voir. Donc je pense que là, la journée est terminée. Je ne discute plus. Ça suffit. Parce que quand on me parle de 50 millions, on me parle. Tu fais quoi avec 50 millions dehors? Ahmed. Tu fais quoi avec ça dehors? Oh Antoine. Prends ton téléphone, tu vis 50. C'est aussi simple que ça. Non, ça suffit. Non, de toute façon, elle existe depuis longtemps. Oui, je sais. Non, on l'avait changé. Non, j'ai cédé. Parce que dès que j'ai quitté, Moussa a pris l'héritage. Je lui ai dit. Non, cette chaise-là, elle était ici. Elle était plus près. Elle était plus près du téléviseur derrière toi. Donc ça va. J'en rajoute pas. Je pense que ceux qui ont compris. C'est mieux pour toi, mais tu n'as pas compris. Non, parce que vous n'allez jamais comprendre. Et tu restes sur ta position. Ahmed, nous on a déjà fait 3, 4, 5 GAB ici, en pleine nuit, sans trouver d'argent. Parfois tu as quelqu'un à l'hôpital, Ahmed. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais interpelle les hôpitaux là à installer ce qu'on appelle c'est aux hôpitaux d'installer. C'est leur travail d'installer des GAB. Non, mais c'est pas comme. D'améliorer le service dans l'ensemble. Je pense que ce qui est dit. Appelons l'État à améliorer les services. C'est pas une question de banque. Mais tu n'en fais pas. Dans d'autres pays, même dans les boutiques, vous avez les gars. Je suis d'accord avec toi. Vous avez les terminaux. Les terminaux là, dans les restaurants ici, quand vous partez manger dans les restaurants, vous n'utilisez pas vos cartes. On l'utilise. Alors vous pouvez pas interpeller encore les banques et l'État à ce que ce service-là soit plus proche, même des hôpitaux. Et que dans les hôpitaux, quand on part, vous pensez que ces hôpitaux-là, allez-y, ces hôpitaux n'accepteront même pas. Parce qu'ils veulent le cash. Le cash là, c'est là. Calmez-vous, monsieur. On connaît ce pays. Continuez. Tu as des pharmacies à Conakry aujourd'hui, chez lesquelles tu peux faire un paiement marchand. Tu as dit pharmacie, ça c'est pour lui. Je peux maintenant. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que parlant de banque, les pensions, on a même la chance que le mobile money ait pénétré pratiquement tous les villages de ce pays. Cela a beaucoup soulagé. Mais quant aux banques, elles sont vraiment encore à la traîne sur cette question-là. Ahmed, je t'ai dit, c'est parce que tu n'en as pas été victime. Tu te lèves la nuit, tu as une carte,
tu fais 3, 4, 5 GAB. Tu n'arrives pas à trouver un sou. Alors que tu as une urgence le matin. Là, tu es en train de parler 50 millions. Non, là, je te parle 1 million. Tu n'arrives pas à sortir l'argent. Au début, c'était même pas... Non. C'est une réalité d'aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité d'aujourd'hui. En fait, peut-être toi, tu n'as pas été confronté, mais moi, j'ai déjà été confronté à ça. On a tous été confrontés à ça, Mara. On a nos salaires dans les banques. Attendez. L'autre erreur que tu commets, tu parles comme si toute la Guinée se résumait à Conakry. Tu as quel pourcentage de la population guinéenne à Conakry, Ahmed? Tu as quel pourcentage? Tu as des préfectures enclavées où il n'y a même pas de route, où le poisson arrive, le camion frigorifique de poisson arrive une fois par semaine. Attends. Alors tu ne sais, tu ne le sais pas, je te l'apprends. Quand tu prends certaines préfectures aujourd'hui, les Louma, Koubia et autres, le receveur va à l'abbé, il prend l'argent en espèces, il vient avec. Si tu ne le savais pas, il n'y a pas de banque. Parfois ils se font braquer. Oui, mais est-ce que c'est leur faute? L'État n'a rien mis en place. Et les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rends le citoyen responsable. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'État. Et on est en train de te dire qu'il y a un retard. Et les gens quittent les villages. Tu parles de Conakry là, et à l'intérieur. Les gens quittent les villages pour venir au chef-lieu pendant des jours. Pour venir retirer 500 000 francs. Je pense qu'on dit la même chose depuis le début. Quand tu prends Balaki, à plus de 100 km de Mali, quelqu'un qui quitte va te mettre 3 jours pour arriver. Et tu vas lui dire de venir jusqu'à Mali pour prendre quelque chose. Imaginez s'il n'y avait pas le mobile money. Comment il va faire? Ahmed, parfois, je dis, ton long séjour là, ça t'a dépaysé. Ça t'a dépaysé des... Bien. Heureusement, il y a Orange Money. Allez-y, Mafoudia. C'est vous qui... Elle est folle. C'est une rebelle. Ah, je te le jure. Alors, je disais que ce que Ahmed essayait de dire, c'était carrément dans la logique. C'est Mara, je ne sais pas dans quel but. Non, écoutez, c'est lui qui a amené l'histoire des 15 millions. Sinon, Ahmed était en train de parler en partant de ce que Jacques a dit, justement des difficultés des Guinéens qui perçoivent un peu et qui rencontrent des difficultés. Maintenant, quand on prend le sujet en tant que tel, je pense qu'on se rejoint tous sur un seul point. Il faut que les banques améliorent le service. Ça, au moins, c'est clair. Là, on parle de salaire de nuit, mais quand les fêtes arrivent ici, vous allez dans une banque, vous avez 5 guichets, vous verrez que c'est 2 qui fonctionnent. Vous vous demandez pourquoi les 3 autres ne fonctionnent pas. Je pense que c'est justement à l'État. Aujourd'hui, on a des enseignants qui ont des difficultés parce qu'on a donné un marché à une banque qui n'est pas sur tout le territoire. C'est maintenant qu'on essaie de corriger. Comment ça se fait? Je pense que... Oui, exactement. Il n'y a aucune banque qui soit sur tout le territoire. Maintenant, on leur donne le marché. C'est pas une critique à faire à Ouraban. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tamba, s'il te plaît. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Allez-y. Il faut demander à l'État. Non, mais allez-y, je pense que s'il faut le dire, Tamba, c'est bon. Sinon, ok. Alors, je disais... Non, ne me dis pas, sinon je vais dire que si Aura Bank... Si Aura... Non, je reconnaître le mérite des gens quand ils sont vivants. Maf, tu es très bien. Non. Je sais ce que je veux dire. Tamba, arrête, ça c'est de la manipulation. Ça revient encore. Mais je suis pas d'accord. Alors, je reste avec le sujet de base. Oui. Je reste avec le sujet de base, ce que Jacques disait. Oui. Il y a des réformes qui sont engagées. Depuis l'avènement du CNRD, on a beaucoup entendu parler des mises à la retraite. Et il se trouve aujourd'hui, Jacques est plus resté sur l'aspect financier. Évidemment. Il y a des mises à la retraite. Les retraités. Il y a des mises à la retraite. Ouais. Et quand on parle aujourd'hui, justement, de ces primes de retraite, on se pose la question, comment comprendre que ça quitte encore le budget de l'État lorsqu'il y a des sorties déjà on ne peut pas dire comment ça s'est géré. Si je comprends bien, c'est ta préoccupation. Maintenant, quand on vient un peu sur cette cotisation... Non, le problème, c'est pas que ça quitte le budget de l'État, tout simplement. C'est l'impact. C'est l'impact finalement que ça crée. Parce que si c'est toujours les mêmes dépenses, d'ailleurs, on augmente les dépenses. Les dépenses de pension. Mais elle ne peut pas comprendre en fait, parce que peut-être il n'y a pas de personne âgée chez elle. J'ai ma mère. Si, sa mère est retraitée. Voilà, ma mère est retraitée. Donc, ce que je veux dire en parlant de la cotisation, par exemple, à un moment, on a eu une grève des syndicalistes ici. Et là aussi, je rejoins Ahmed. Il y a les médias qui n'ont pas quand même fait un travail pour permettre de comprendre un peu ce qui se passait. L'État, à un moment donné, Ahmed, c'est bon. L'État, à un moment donné, a essayé de donner sa version des faits. On avait des syndicalistes qui avaient des difficultés. Parce que lorsqu'il y avait des rencontres et que l'État disait, voici ce pourquoi nous ne sommes pas capables de répondre à vos préoccupations, on avait l'impression que les syndicalistes étaient plus préoccupés
par le rôle-là des syndiqués, parce que si vous revenez vers les syndiqués et que vous leur dites, écoutez, on vous a dit qu'on allait tout faire pour vous donner les 8 millions, l'État dit qu'il ne peut pas donner 8 millions, et si les syndiqués sont fâchés, c'est comme si on était dans une logique de les convaincre forcément. Alors que je l'ai dit à l'époque, le rôle du syndicaliste n'est pas forcément de drainer cette foule, c'est aussi de leur expliquer le mécanisme. Par exemple, leur dire, ce n'est pas écoutez, la contestation automatique. Vous voulez aujourd'hui une amélioration de vos conditions de vie, sachez que la cotisation fait partie. Mais il n'y a pas eu ce travail, donc on est allé dans beaucoup de problèmes. Finalement, c'est l'État qui est resté, là, il me permet, c'est l'État qui est resté dans sa logique, et on a vu ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on entend moins, comment il s'appelle, Souma, qui n'a pas quand même obtenu les 8 millions, mais après, il n'y a pas eu ce travail d'explication. Mais ce sur quoi je veux terminer rapidement, c'est un autre aspect qui est lié plus au recrutement. On a dit qu'avec l'avènement du CNRD, il y aurait des possibilités de recrutement. Et dans l'entendement de beaucoup de Guinéens, lorsqu'il y a des retraités, normalement de la place se libère pour pouvoir recruter d'autres personnes. Mais justement, on entend peu de choses par rapport au recrutement. La question, c'est qu'est-ce qui se passe. Et au niveau du département, effectivement, il y a un gros travail qui est abattu. On a par exemple reçu ces fiches au niveau des privés, où on essaie de comprendre quels sont ceux qui sont en même temps dans le privé, en même temps dans le public. Comment faire tout ce travail de nettoyage. C'est en train d'être fait, mais moi je pense qu'il va falloir aussi voir côté recrutement. Parce que le besoin est là. Il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de Guinéens qui sont dans les villes et autres, qui ont besoin de travail, et surtout si on estime que de la place est libérée. Il n'y a pas de place. Il y a 14 000 fonctionnaires non postés. Non postés, mais non, il y a non postés, mais je parle des mises à la retraite qu'on a. Oui, mais je sais pas, on pourrait calculer cela. Peut-être qu'on avait un surplus. De fonctionnaires qui ne travaillent pas. Même si ce n'est pas le cas, moi je pense que vu l'urgence aussi au niveau des jeunes, le chômage, il va falloir trouver ce juste milieu. On ne peut pas que mettre à la retraite et dire qu'il y a surplus. Il va falloir aussi trouver, je ne sais pas, un schéma pour pouvoir recruter ne serait-ce qu'une bonne manne. C'est ce que je pense. 2000 fonctionnaires à la retraite. Qu'en est-il des impacts? C'est la question qu'on pose ce matin. Allez-y, mon cher Kiba. Oui, les impacts, normalement, d'abord, l'impact devait être économique. Puisque l'État, en le faisant, vous faites de l'économie. Mais sauf que je ne pense pas qu'on peut faire de l'économie. Sur 2000, vous avez 14 000 qui sont non postés. Qu'on continue à payer, mais qui ne travaillent pas. Ça, je pense que c'est une déperdition pour l'État qu'il faudrait aujourd'hui combler. Vous retirez 2000 du fichier, vous avez 14 000 qui sont en attente, qui sont payés et qui ne travaillent pas. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'économie avec ça. Sans oublier les 10 000 contractuels. Les enseignants, vous vous souvenez, qui avaient battu pavé ici et qui continuent à demander au ministère de l'Éducation de leur ramener au niveau de la fonction publique. Donc, il y a cette autre question. Je pense qu'aujourd'hui, certes, on était autour de 107 000 maintenant, je crois, 107 000 fonctionnaires, avec les 2000 là qui vont quitter à la fin de ce mois, le 31 décembre. N'oubliez pas que les 14 000 non postés continuent à attendre. Je pense que là, je risque de dire qu'on ne peut pas faire de l'économie. Parce que vous avez 14 000 qui attendent, vous avez de l'autre côté 10 000 autres qui attendent, qui sont des enseignants contractuels. Ça veut dire que l'État, jusque-là, continue de gréver son budget. Maintenant, ce qu'il faut faire, l'impact, lorsqu'on dit qu'il faut donner la priorité aux jeunes d'accéder à la fonction publique, ça développe un autre débat. C'est la question... La priorité au cadre. Au cadre. C'est la question de la formation. Je suis d'accord aujourd'hui... C'est des compétences, en fait. Des compétences. Je suis d'accord aujourd'hui, quand on prend une telle décision, il y a plusieurs implications. Vous allez retirer 2000. Qu'est-ce qu'on fait pour eux au niveau de la pension? Parce que n'oubliez pas, au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, on avait mené une enquête ici où il y a des problèmes. D'abord, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, il faut faire un travail sur le fichier. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont plus de ce monde, qu'on continue à payer, qui reçoivent cet argent-là. Il y a des pensions qu'on appelle les réversions. Les réversions... Avec Babila. Justement, avec Babila. Il y a les pensions civiles qui sont reversées chez les militaires. Et qui perçoit cet argent-là? Vous avez au moins 50 milliards que l'État débourse pour payer les pensions, non seulement les pensions civiles, mais aussi les pensions militaires. Je crois que c'est toute une chaîne où il faut faire un travail d'abord avant de se lancer dans de telles opérations. Sinon, ça risque d'être une opération de communication. Oui, l'État est en train de mettre les gens à la retraite, mais ces gens-là risquent d'être un problème pour l'État à la longue. Parce que si on ne prévoit pas
la retraite. C'est le même débat aujourd'hui qui revient en France. On dit que les gens, c'est le burn-out, il y a l'épuisement professionnel, on gagne peu, on met les gens à la retraite comme ça et ça devient une plaie pour l'État. Je pense, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revaloriser les pensions. La Caisse nationale de sécurité sociale, qui concerne le secteur privé, ils ont fait la mensualisation et la revalorisation. Aujourd'hui, les gens ne sont plus payés par 3 mois ou 4 mois, c'est maintenant par mois, chaque mois. Là, je pense ils ont pu comprendre. Il a assaini le fichier. Aujourd'hui, il a fait de l'économie sur plusieurs années. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et c'est ce que l'ancien, là-bas, les gens cotisent. C'est ce que l'ancien, M. Cissé, qu'on avait reçu ici dans le studio, l'ancien directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Qui est devenu politique maintenant. Justement, c'est ce qu'il voulait mettre en œuvre. Il a dit d'abord, commençons d'abord par doter chaque fonctionnaire de cartes biométriques. On va assainir le fichier de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour retirer les pensions mortes, les personnes qui n'existent. Parce que si vous êtes décidé... Les grandes gueules. La femme, donc on ne peut plus continuer à donner de l'argent aux enfants. Donc cette pension-là, où elle va aller? Il y a d'autres personnes qui vont venir grossir les rangs. Il faut les rediriger vers ces gens-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut toiletter. Il faut que Mme Aminata, qui est à la tête de cette entité-là, accepte d'ouvrir la porte pour qu'on puisse assainir ce fichier-là. Ça va permettre à l'État de faire de l'économie sur les 50 milliards. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Bon, aujourd'hui, parce que l'ancien qui a quitté, on disait elle lorgnait la place de ce dernier, qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce que les réformes que l'autre a voulu mettre en œuvre, est-ce qu'elle est en train de poursuivre ces réformes-là? C'est la grosse question que l'on se pose. Aujourd'hui, sans jeter de l'eau propre sur elle, je ne sais pas si elle est dans cette dynamique, il reste à vérifier, mais si elle poursuit les opérations de son prédécesseur, je pense que ça va permettre au ministère de la fonction publique de continuer à envoyer ceux qui doivent faire valoir leur droit à la retraite, mais aussi assainir le fichier de ceux qui sont à la retraite. Parce que si on le fait, ça va permettre à l'État là-bas de faire de l'économie et de payer les pensions de ceux qui vont sortir. Mais je suis ce que je sais quand même un moment avec Babila. Oui, tout à fait. Parce que il y a un véritable problème là-bas. Il y a des gens qui se sont fait des milliards malheureusement. Imaginez-vous qu'une seule personne puisse venir chercher la pension de 5 personnes. Une seule personne. Vous êtes payé à main comme ça. Et ça, on avait voulu matérialiser. On dit il faut numériser les choses pour éviter que des agents se déplacent. Ils vont à l'intérieur du pays avec des milliards pour payer les gens main en main. Il y a même parfois des gens qui viennent, on leur donne 200 000, 150 000 francs, alors qu'on doit faire un rappel. À partir d'un virement, ce ne serait pas simple? Normalement, c'est plus simple en fait. C'est plus simple. Aujourd'hui, à ce qu'on appelle le e-banking, je pense que les banques ont compris qu'il faut s'adapter. Il faut aller vers ça. Ça va permettre à l'État de faire de l'économie et d'éviter les déperditions. Je suis d'accord que quand vous avez atteint l'âge d'aller à la retraite, il faut le faire. Mais les mesures d'accompagnement, les gens ont donné leur vie à leur nation. Je suis d'accord. En retour, lorsqu'ils vont à la retraite, il faut quelque chose pour qu'on les accompagne. Et pour finir, moi... c'est Aminata Diallo, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Colonel Aminata Diallo, celle qui était porte-parole du CNRD. Oui, et pour finir, Lamine, il faut rapidement mettre en place l'École nationale d'administration. C'est un projet phare, parce que ce qu'on reproche aujourd'hui à ceux qui sont là, on dit qu'ils ne savent même pas taper sur une machine. C'est une réalité. Hein? C'est une administration caduque qui est complètement dépassée. C'est une administration qui ne connaît pas la chaîne de commandement. Comment ça fonctionne? Les fiches de poste, quelles sont les attributions? Pour éviter de passer la journée dans les bureaux, il faut ouvrir cette école. Et ceux qui vont venir à l'administration, que ça soit une condition sine qua non, que vous passez par l'ENA avant d'arriver à la fonction publique. Je suis d'accord. S'ils le font, on aura des personnes qui auront la main sur la chose et qui vont pouvoir produire. Parce que si on ne produit pas, on n'est pas capable de produire, l'État va sortir des milliards, on ne peut pas faire de l'économie. Ils ont dit qu'ils ont fait une économie de 32 milliards sur ceux qui avaient fait valoir leur droit à la retraite. C'est bon, mais 32 milliards sur un budget national où vous avez l'État dépense plus qu'il ne gagne. On vit au-dessus de nos moyens. Ça veut dire qu'on a toujours un budget qui va être déficitaire chaque année. Et ça, qui va compenser ce déficit? On serait obligé de s'endetter ou de partir vers les institutions sur les blancs et on tourne en rond. Il faut que l'État cherche d'abord à régler tout ce facteur-là. Bien. Nous sommes des super demandeurs, on va les demander aux blancs. Les grandes gueules. Oui, maintenant pour les jeunes, nous on est jeunes. On souhaite, de vrais jeunes. Voilà, on souhaite qu'on prenne des jeunes qualifiés à la fonction publique parce qu'on a beaucoup de talent dans ce pays, à Conakry, à l'intérieur du pays, des jeunes qui se battent au quotidien, qui peuvent
Ouais. Non, mais qui sortent de l'ordinaire, il faut le rappeler. Cadre, parce que souvent, ça veut quand pas dire, on est jeune à l'intérieur du pays, c'est comme si... cadre, c'est pas propre à une personne. Il y a des jeunes cadres. Donc merci, Guiva. Voilà. Ça, c'est complexe. Voilà, donc je crois vivement les jeunes aussi, parce que 70% de la population leur voix compte. Bien. Oui, mais pas des jeunes qui pillent. Des jeunes qui pillent. Mais voilà, allez-y, mon cher Tama. Voilà, Mohamed, s'il te plaît. Je viens de me rendre compte que Diba, en fait, c'est un moteur diesel. Hein. Ah ouais? Oui. Ouais. Avant, il parlait doucement, juste un peu, mais maintenant, là... Non, mais quand il maîtrise son chemin, c'est le démarrage qui est lent. C'est un sujet qu'il a abordé dans l'espace expression pendant les vacances. J'ai suivi ça. Voilà. Oui, ton moteur est démarré. Bon courage. Des grandes gueules. Maintenant, bon... Allez-y, Tama. C'est vraiment un moule, hein, cette émission. Non, je ne parlerai pas de Ahmed. Bon, Ahmed, il retrouve le pays, c'est toujours un bonheur dont je parlais de lui. Je veux faire une première observation. Bien. Parce que j'ai parcouru ce fichier-là. Les grandes gueules. Une première remarque quand même qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a plus de départs à la retraite au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est le plus grand en fait. Le département qui a le plus de départs. Et effectivement, c'est ce qui m'a interpellé. Ce serait la santé, j'aurais compris, ce serait le ministère de l'éducation, donc de l'enseignement préuniversitaire. N'oublie pas que dans les premières listes de départ à la retraite, justement, depuis 1 an, les autres départements ont été suffisamment servis. Bon, voilà. Je pense que ça peut expliquer, parce que regarde déjà les listes au niveau de l'enseignement, même sous Alpha Condé vers la fin, il y avait déjà de plus en plus de mise à la retraite. C'est une histoire de cohorte. Oui, mais bien sûr. Le départ à la retraite, c'est une histoire de cohorte. Mais il y a des départements... Et pardon, tu vas voir pourquoi je porte ce raisonnement. C'est une histoire de cohorte. Et souvent, en termes de recrutement, le département de l'enseignement préuniversitaire est le plus grand demandeur de ressources humaines. Et donc, c'est pourquoi je reste quand même étonné d'observer que c'est le ministère de l'économie et des finances qui va en donner le plus grand nombre. Bon, ça reste une observation. Le ministre du Travail et de la fonction publique est celui qui saurait le mieux nous expliquer. Bah voilà, c'est pourquoi je pose par l'éducation. Par l'éducation. Ils vieillissent au ministère de l'économie et des finances. Au ministère de l'économie et des finances, parce que c'est un des départements les plus prisés. Celui-là qui attire même le plus. On y travaille plus longtemps. Voilà. Donc à l'éducation, après 40 ans, les gens ne veulent plus aller en classe. J'ai envie de dire, c'est la fleur de la fonction publique. Et avec une très très belle senteur, ça attire le plus d'abeilles. Ce serait certainement ce qui s'est passé. Lamine, moi je ne veux pas aller loin. Je veux parler des 244 fonctionnaires qui ont librement choisi de partir. Parce qu'ils ne sont pas concernés par cette opération. Vous savez, le ministre Julien et tout le département ont travaillé à décanter un peu la situation. Et il s'est retrouvé qu'ils ont lancé cet appel à ces cadres, à ces fonctionnaires qui ont un statut de fonctionnaire, qui perçoivent leur salaire, en tout cas d'une façon ou d'une autre, qui sont maintenus dans le fichier général de la fonction publique, mais qui sont au privé, qui font leur carrière au privé, tout en gardant leur carrière au public. Vous savez, la garantie, elle est simple. Hein? On se dit, il faut rester au public, parce que c'est la garantie d'une bonne retraite. Même si le traitement il est parcimonieux, il est modique, on se dit il faut y rester. En y restant, en allant à la retraite, c'est l'assurance que l'État va continuer à payer cet émolument-là pour pouvoir continuer à vivre, même quand on aura quitté du service auprès du privé. Il se trouve, et ça concerne les banques, que 244, parce que ce qui a été dit, si vous acceptez, venez librement, manifestez-vous et dites, nous voulons partir, c'est vrai, on a mal agi, mais on s'en va. 244 se sont donc retrouvés, ceux qui ont accepté librement de partir sont ces 244. Mais moi, je me pose quand même la question de savoir, on fait quoi après? On fait quoi après? L'État, ce n'est pas l'Église. Hein? L'État, ce n'est pas l'imam. L'État, c'est des règles. C'est un ethos qu'il ne faut pas violer. Lorsqu'on en sort, il faut qu'on nous y ramène. On ne peut pas
indûment avoir perçu sur plusieurs années un traitement salarial pour un travail qu'on n'a pas fait. On ne peut pas simplement s'arrêter à dire, bon, vu que vous avez accepté de venir, c'est bon, partez. Ouais. C'est bon, l'État prend acte, on vous pardonne. Moi, j'ai fait un petit calcul simple. Si ces gens n'avaient que 2 millions par mois, avec tous les avantages, c'est vraiment une moyenne que je prends. Mais je suis convaincu qu'il y en a, parce que le salaire a été particulièrement revalorisé, le traitement des fonctionnaires sous Alpha Condé. Donc, je suis persuadé que la moyenne du salaire pour ces 244, ça va être quelque chose de 2 millions. Supposez par exemple que chacun touche 2 millions par mois. Ça nous fait un montant de 488 millions par mois pour les 244. 488 millions. L'année, donc multipliez le montant par 12, vous avez 5 milliards 856 millions par an. Ce groupe-là, seulement ce groupe, parce qu'il y en a d'autres, hein, ceux-là, ce sont ceux qui ont accepté de se dénoncer. Ça vous fait près de 6 milliards. Or, le gros du contingent a décidé de revenir à la fonction publique. Mais pendant des années, ils ont perçu 2 salaires. Ils ont perçu ces 2 salaires. Dieu seul connaît leur nombre. La mine, ça nous fait 6 milliards par an. Multipliez ce montant-là, étalez-le sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Voyez ce que ça va donner. Alors, pour vous donner un peu une image de la gravité de cette situation, la mine, ça c'est la subvention annuelle des médias. C'est le montant annuel de la subvention qui est donné aux médias. On était à 3 milliards, aujourd'hui on est à 6 milliards. À 200 et quelques fonctionnaires. À 200 et quelques fonctionnaires. Que 200 fonctionnaires. Et que 2 millions de salaires par mois. Ça c'est le montant annuel de la subvention. Mais si on veut toucher les citoyens à la base, ça vous fait près de 60 salles de classe construites par an. 60 salles de classe. C'est parti comme ça dans leur poche. Je vais aller plus loin. On veut qualifier, Djiba parlait de jeunes cadres. Ça vous fait 60 masters payés en France. Par an. Les grandes gueules. C'est ce que des cadres de banque, ils prennent, ils le mettent en poche, ils continuent à être bien traités dans les banques. Moi, je pense que ça ne peut pas être toléré. Quid de ceux-là qui, par milliers parfois, sont à l'étranger, ou même en Guinée, tout en touchant leur salaire de fonctionnaire, alors qu'ils ne rendent aucun service à l'État. Vous voyez? Donc, c'est non seulement ce traitement, c'est des garanties, c'est des cotisations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, on prévoit les retraites, on prévoit les maladies, on prévoit tout ça. S'il y a des assurances, l'État, il souscrit pour eux. Pendant ce temps, ils ne font pas ce travail. Pendant ce temps, sur une seule année, on aurait pu bâtir sur chaque année 60 salles de classe pour les élèves. Pendant ce temps, il y a des écoles hangars. Mais ça profite à qui, Tamba? Les grandes gueules. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Les DRH. Avec les DRH. Eh bien... Les DRH, les chefs personnels, la fonction publique et la comptabilité, les finances, le budget. Au niveau des postes, parce que là on est encore au niveau de la grande... Le ministère du budget. Les grandes gueules. La division solde. C'est tout un réseau qui est construit comme ça. Et ça ne m'étonne pas qu'on dise, on va juste, ils n'ont qu'à venir, ils vont se dénoncer, après on les laisse. Parce que tout simplement dans l'oreille du ministre, les gens ils vont susurrer pour dire, écoute, il faut pardonner, il faut accepter. Parce que si on va trop avec cette affaire, ça risque d'éclabousser un nombre de personnes. Peut-être que la tête du ministre même peut sauter. Non, je ne crois pas. Non, mais enfin, façon de parler, mon cher ami. Non, attendez. Non, pas une tête. Qu'est-ce que t'en sais, ma Foulia? Mais non, qu'est-ce que chose qui date? Ça, c'est des choses qui datent de longues années. C'est en fait ça. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote sur ce ministre. Il y a un professeur qui agit sur les notes de sa fille. Julien Yambuno. Ouais. Le professeur agit sur les notes de sa fille parce qu'il était en bonne position au niveau de l'éducation. Le professeur agit sur les notes de sa fille, il lui en rajoute quelques miettes aux notes et puis ça s'enfle. Julien s'en rend compte, il l'envoie à la gendarmerie. Le prof. Il envoie le prof à la gendarmerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pour vous dire une chose. Ouais. C'est marqué quand même une rigueur. Mais il fait du mal à l'enfant.
il fait du mal à l'enfant. Il fait du mal à l'enfant. Parce que simplement, il veut des faveurs du papa ministre. Sans donc revenir sur ce qui a été dit. Oui, ça te dérange, mais la ministre sont les règles. Si ça trouve que c'est une histoire inventée, les gars, quand même. Non, mais attendez, vous n'êtes pas des pigeons quand même. Mais non, je suis désolé. Mais il y a des gens comme ça. Ils ne cherchent pas les caméras. Lamine. Ouais, c'est ça. C'est très effacé. Lamine, écoute, tous les hommes sont faillibles. Je n'ai aucun problème là-dessus. Tous les hommes sont faillibles. Bien. Mais on juge les gens à leurs actes. J'y crois pas. Ce qu'on a vu, Zachary, dis à Lamine, il y a moins de mois, la femme PM. Moi, on m'a pas raconté parce que j'étais à l'aéroport. A voyagé en classe économique. Donc, oui, c'est normal. Je termine donc. Bah oui, mais attention, dans un passé encore récent, tu sais comment ça s'est repassé. Les cousins. Ouais, c'est ça. Voilà, on se connaît. Et même les cousins lointains voyageaient en classe super affaire. Parce qu'il le sait. Oui, à côté. Ah ben voilà. Oui, ça se. Voilà. Donc il y a quand même des gens, ceux qui ont des principes, qui sont quand même attachés aux valeurs. Il faut quand même les saluer quand c'est le cas. Il faut le dire. Les gens voyageaient en classe super affaire ici. Et on dit au copilote, écoute, c'est moi le tel, c'est le cousin arriéré de tel. Lamine, tu me laisses la place. Jamais aller dans le cockpit d'un vol ici. Moi on t'a jamais fait entrer dans. Ça, c'est réservé à tout le monde? Non, pas du tout. Je termine. C'est le statut qui donne ça. Voilà. Je termine en disant. Oui. Je termine en disant. Ben oui, Mafoudia. Je ne peux pas mentir, c'est pas possible. Je termine en disant. Oui. Je termine en disant. Concentre-toi. Oui, mais je vais le lire tout à l'heure. Je termine en disant que quand on doit à l'État, on rend à l'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas dire, comme vous vous êtes dénoncé, on va laisser. C'est ce type de comportement qui entretient ces réseaux. Non, je pense que ça dépend. Il faut les démanteler, il faut comprendre qui a baigné dans ça, parce qu'une seule personne ne peut pas en être le seul auteur. Et en terminant, je lis cette réaction. C'est trop. Voilà. Julien a suspendu sa propre fille quand elle a déconné dans ma classe. École SOS en 9e année. Dis ça à Lamine. C'est fait. Moi, ce que je veux dire à Tamba, c'est du populisme. Je suis parfaitement d'accord qu'il ne faut pas entretenir ce genre de situation. Mais quand on veut faire des réformes, souvent ça passe par là. Je me souviens, même le ministre, le président français, Emmanuel Macron, à l'époque, avant d'être président, les réformes qu'il a engagées quand l'autre, qui était François Hollande, était au pouvoir, en rappelant les Français qui cachaient, par exemple, au niveau du fisc, il n'est pas venu par la sanction. Il est venu par le dialogue. Il a dialogué avec eux et il a amené les gens à déclarer ce qu'ils avaient sur le sol français afin de permettre à la France de pouvoir gagner. Je pense que quand on fait ce genre de politique et que des gens ont perçu, c'est vrai, de l'argent sur le dos de l'État pendant des années et qu'on demande à ces personnes, parce que je pense que le ministre, il a été clair, venez vous déclarer. Si vous ne vous déclarez pas, si on vous prend, ben là en ce moment, vous allez payer. Donc je pense que si des gens ont décidé des Guinéens ont décidé de venir, c'est pas une violence. C'est pas une violence. Ils ont décidé, ils ont été honnêtes. L'honnêteté aussi, ça se paye. L'honnêteté, ça se paye. Des voleurs honnêtes. Quand on veut faire des je vous dis, de toutes les façons, quand on veut faire des réformes, ce n'est pas forcément par la violence. On peut le faire ainsi. Moi, je suis d'accord avec cette politique du ministre. Je viens de dire, bon, je suis gentil. Franchement, je suis un homme honnête. Je vous ai volé dans l'honnêteté, donc je viens reconnaître mon honnêteté du vol. Donc, pardonnez-moi. C'est ce que Ahmed est en train de dire ce matin. Et puis, il n'était pas obligé de se dénoncer. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a des ressources pour aller les retrouver, pour savoir ce qu'il en est. On ne peut pas dire si tu te dénonces. Eh bien, dans ce cas, faisons tout ce qu'on a à faire. Après, on va se dénoncer. Et on va nous pardonner parce que l'État est gentil, il est heureux. Je vous le dis aussi, si vous pensez que c'est ça la solution, je suis désolé, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Comme je l'ai dit, on ne règle pas tout par la violence. On a interpellé des citoyens. On a interpellé des citoyens. D'autres sont venus. D'autres sont venus. Oui, il n'invoque pas la violence. Il invoque la loi, mais c'est ce que je vous dis. L'histoire a prouvé que dans la loi, ne dit pas la violence. Quand je parle, retire ton mot. Regarde, nous. Quand on me parle de l'immobilier, c'est lui tout à l'heure qui était en train d'enseigner la coercition. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas. Vous n'avez pas ce monopole-là. Par exemple, moi, je vous donne l'exemple du Sénégal. Vous avez vu, quand le capitaine Dadis est venu, certains ont dit sa manière de lutter. Il faut retirer ton mot. C'est pas la violence, c'est la loi. Mon frère, dis la loi. Je refuse. Mais c'est la loi. Voilà, il n'a rien compris.
Quand le mur est là, ça donne cela, évidemment. Mon cher Ahmed, s'il te plaît. Allez. Je vais expliquer. Il n'a pas mal encore. Que selon les informations qu'on a reçues, quand vous voyez un peu l'immobilier au Sénégal, Ahmed, selon les informations que nous avons reçues, quand Abdoulaye Wade est venu, il a appelé ces jeunes-là qui étaient baignés dans la drogue. Ouais. Et il leur a dit, vous m'arrêtez ça tout de suite ou je vous mets aux arrêts. C'est vrai, vous avez déjà fait ce genre de pratique. Ça s'appelle la loi, Ahmed. Voilà, oui, ça s'appelle la loi. Oui, ça s'appelle la loi, mais vous pensez qu'on est venu, on a pris les gens, on les a posés à la télé pour dire non, il y a ceci, il y a cela. On a fait ça, ça nous a donné quoi? Bien. Ça nous a donné quoi? Allez. Eux, ils n'ont pas fait ça, mais ça payait chez eux. Merci, ils ont adopté une autre stratégie. Voilà, allez. Dans ce même Sénégal-là, permets-moi de dire ça. Dans ce même Sénégal-là, il y a des gens qui sont recrutés aujourd'hui. Dans ce même Macky Sall, Lamine. Arrêtez cette nouvelle fois. Allez. On va revenir à 10h, mesdames et messieurs, évidemment. Mohamed, merci beaucoup. Allez, on revient à 10h. Merci à vous qui nous suivez du côté de Serroutuléa.